Très heureux de vous retrouver dans ce très bel hémicycle du CESE, autour de cette table ronde sur le sport mis au service de l'impact social. Très heureux de vous retrouver en compagnie de 5 acteurs qui, je le sais, partagent tous cette conviction que le sport, précisément, a cette capacité à fédérer un collectif. Et parler de l'impact social du sport, c'est aller bien au-delà des athlètes qui, on n'en doute pas, dans moins de 100 jours maintenant, à la faveur des Jeux Olympiques et Paralympiques, nous feront rêver par leurs performances, par leurs exploits. On en parlera en particulier avec Madame la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Car appréhender la pratique sportive sous l'angle de l'inclusion, c'est avant tout se demander comment la rendre accessible aux publics les plus vulnérables, se demander comment ouvrir en grand les portes de nos infrastructures pour y faire entrer des jeunes, des moins jeunes, comment finalement embarquer tout le monde dans un projet qui soit un projet de jeu. Ces pistes, elles seront explorées par le groupe de travail sur le sport et la mesure de ses impacts que lance aujourd'hui l'Impact Tank en partenariat avec l'AFD. Et pour l'heure, on en discute avec le directeur général adjoint de l'AFD précisément, Bertrand Valkener. Soyez le bienvenu. Votre expertise internationale en matière de développement par le sport rencontrera aussi celle d'Arnaud Moreau. Arnaud Moreau, bonjour. Vous êtes président et cofondateur de Play International. On aura aussi besoin de vos lumières, François Leyondre, chercheur en sociologie du sport à l'Université de Rennes. Vos travaux portent notamment sur les vertus des programmes socio-sportifs. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit. On a le plaisir cet après-midi de compter donc parmi nous Madame la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui, on l'imagine, a un emploi du temps à l'heure actuelle extrêmement chargé et raison pour laquelle on tâchera tous d'être concis afin de pouvoir vous libérer à 16h30. Enfin, j'accueille Michael Vinet. Bonjour. Vous êtes le président de Coca-Cola France et depuis des années, vous construisez les partenariats de Coca-Cola avec les plus grands événements sportifs, des Coupes du Monde, des Jeux Olympiques. Vous nous raconterez. Je souhaitais commencer avec vous, Arnaud Moreau, en faisant appel à l'expertise qui est celle de Play International depuis maintenant près de 25 ans. Dites-nous en quoi, dorénavant, et ce n'a pas toujours été le cas, vous me l'aviez dit, en quoi dorénavant les pratiques des acteurs du développement sont irriguées précisément par le sport et son impact social. Oui, bonjour à tous. Merci de nous donner cette opportunité de partager avec vous ce qu'on a appris depuis 25 ans, vous le disiez. Play International va fêter cette année son 25e anniversaire et on a eu la chance d'être pionnier d'un certain nombre d'actions sur le terrain dans le monde entier. Play International est une organisation qui, depuis 25 ans, a la conviction que le sport, c'est beaucoup plus que du jeu, c'est du lien social, c'est de la santé, c'est de la cohésion, c'est réussir là où finalement, parfois, y compris dans les théâtres les plus compliqués, on a du mal à créer de la réconciliation et du vivre ensemble. Le sport y arrive. Et en fait, il n'y arrive pas juste par magie, il y arrive parce qu'il y a derrière un travail, une ingénierie pédagogique extrêmement fine. Et c'est ce que l'organisation a à la fois appris à développer et a finalement progressivement capitalisé depuis 25 ans. C'est près d'1 million d'enfants qui ont bénéficié de nos programmes dans une vingtaine de pays, des programmes de réconciliation intercommunautaire au Kosovo, où on est depuis le début de l'organisation, des programmes de maintien de la paix dans la région de Casamance au Sénégal, des programmes de formation professionnelle et d'accompagnement des enfants dans plein d'autres pays. Et bien souvent, ce matin, Jean-Marc faisait référence à Rousseau et à Voltaire. Moi, j'avais envie, pour essayer de continuer à tirer un peu le fil, de parler de Descartes, parce que Descartes, il nous a fait beaucoup de mal. Le « je pense donc je suis », c'est formidable à plein d'aspects. Moi, j'aurais aimé qu'ils disent « je bouge donc je suis ». Et je pense que s'il l'avait fait, d'un seul coup, on aurait commencé à comprendre qu'on ne pouvait pas distinguer la tête et les jambes. Et que le sport, le jeu, le mouvement est un formidable vecteur d'apprentissage. Et encore une fois, il réussit là où d'autres n'y arrivent pas. Et pour ce faire, en fait, Play a développé une approche pédagogique très spécifique, qu'on appelle la plédagogie, pardon pour le jeu de mots un peu facile, mais c'était véritablement ça, cette pédagogie active qui s'appuie sur l'utilisation du jeu pour permettre d'acquérir des compétences sociales, des compétences de vie, du vivre ensemble, de façon ludique et interactive. Pour vous donner un exemple, Play, la pédagogie, ça a été créé pour nous en Amérique latine, lorsque à El Alto, on devait travailler sur une problématique qui était une problématique de prévention du VIH pour des enfants dans la rue et des enfants scolarisés. Et nos éducateurs ont eu un coup de génie en se disant, en fait, on va inventer un jeu qui parle du VIH. Et le jeu, pour vous imaginer, vous avez tous joué à la balle aux prisonniers. Eh bien, vous imaginez que
Le virus, c'est le ballon, et donc il y a un côté un petit peu sadique à se le jeter les uns sur les autres, mais en fait, vous êtes protégé si vous avez un petit flag à la ceinture qui représente le moyen de protection. Et si vous perdez ce flag, vous sortez d'un couloir pédagogique, enfin, vous rentrez dans un couloir pédagogique, vous répondez à un certain nombre de questions sur le VIH, et si vous répondez bien, vous récupérez votre flag et vous rentrez dans le jeu. On a mis ça en place de façon un peu intuitive, et puis on a mesuré en fait le taux de rétention de l'information sur le VIH, et on l'a comparé à exactement la même chose fait en classe, où on vient vous expliquer de façon théorique, et donc on ne parle qu'au cerveau, sur ce que c'est que le sida, comment on peut le prévenir, etc. Et on a réussi à démontrer qu'au bout d'un an, le taux de rétention des jeunes qui avaient participé à notre programme était 9 fois supérieur à celui qui avait comparé à ceux qui avaient participé au programme en classe. Donc ça, c'est juste un élément, mais en fait qui montre que quand on est capable d'aller extrêmement loin en pédagogie, qu'on est capable de transformer cette pédagogie dans des jeux très simples, alors on a un impact formidable. Et c'est pour ça que je vous disais, quand on préparait tout ça, que pour moi, il était temps que le rôle du sport soit enfin reconnu, et je salue notamment l'AFD qui a pris conscience de ça il y a quelques années et qui a formidablement accéléré ce qu'on pouvait faire à l'international grâce à ça, parce que le sport est super sous-coté en fait. C'est un outil qui réussit encore une fois sur la création de liens sociaux dans les contextes les plus compliqués, dans des zones de guerre, dans des zones de catastrophes naturelles, etc. Et ça, même le monde du développement a mis du temps à s'en rendre compte. Et pour moi, le deuxième élément, mais je voulais vous laisser réagir. Non, j'ai été sur le point de donner la parole à l'AFD, peut-être justement pour peut-être rebondir là-dessus. Est-ce qu'à l'AFD, vous avez le sentiment qu'on a pris la pleine mesure de la plus-value du sport, en particulier pour concrétiser par exemple des objectifs de développement durable, ou sur des cas aussi appliqués que celui qu'évoquait Arnaud Moreau à l'instant? Effectivement, pour l'AFD, le sport et le développement, c'est une petite révolution à la fois interne, de changement de culture, d'aller vers un secteur qui n'était historiquement pas celui d'une banque, qui a construit sa réputation, sa crédibilité, son ADN et son impact et son résultat sur le financement d'infrastructures, des routes, des ponts, des champs de panneaux photovoltaïques, des écoles, etc. etc. Et la nouvelle stratégie que l'AFD a mise en place il y a maintenant 6 ans, avec un marqueur 100% lien social, a conduit à réfléchir à la façon d'injecter de l'humain dans des infrastructures. Et injecter de l'humain dans des infrastructures, à travers des partenariats avec Play et avec d'autres, nous a conduit, en l'espace de 5 à 6 ans, à investir 200 millions d'euros dans 180 projets sportifs dans le monde. Travailler avec des associations, financer la construction de petites infrastructures sportives dans des quartiers de la ville à l'international, financer des plus grosses infrastructures sportives, et puis nous rapprocher, nous marier avec des fédérations sportives, football, basketball, rugby, pour, à chaque fois, à travers ces partenariats, aller chercher des filles pour les amener sur des terrains de sport, aller chercher des filles pour les amener sur des terrains de foot, là où elles ne sont pas nécessairement attendues, où là, elles ne s'autorisent pas à aller parce que l'environnement dans lequel elles sont ne leur donne pas cette option. Donc ça a vraiment été une révolution conceptuelle dans l'organisation dans laquelle je travaille aujourd'hui. Et puis, nous avons aussi été des précurseurs, appuyés en ce sens par d'autres associations, dans le monde des banques de développement. Ce n'est pas quelque chose qui était historiquement dans leur ADN. Et donc on voit aujourd'hui ces acteurs advenir petit à petit sur ce terrain. Donc ça, c'est un premier élément extrêmement important. Le deuxième élément dans ce qui a été dit, c'est la question de la pédagogie, terme que nous reprenons bien volontiers, et comment est-ce que les actions que nous menons, notre ADN, c'est de financer des projets. Donc comment est-ce que les projets que nous menons se traduisent par des résultats? C'est là-dessus qu'on est piloté. Donc un résultat, c'est le nombre d'infrastructures sportives, par exemple, construites dans un pays, dans une ville. Mais c'est évidemment pas suffisant. Et c'est là qu'intervient, et j'en veux pour preuve la discussion qui avait eu lieu juste avant dans cet amphithéâtre, la mesure d'impact et la capacité à, grâce à des évaluations, aller chercher comment l'égalité entre les femmes et les hommes, comment l'insertion de jeunes en difficulté, comment l'alphabétisation, comment la lutte contre l'obésité a pu progresser grâce à la mise en place d'une infrastructure sportive. Et nous avons, alors je crois qu'ils sont là aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont dans l'amphithéâtre, une association sénégalaise pour le sourire d'un enfant qui travaille depuis maintenant 7 ou 8 ans à la réinsertion de jeunes de prison, mineurs, à travers la pratique de l'escrime. J'en parlais avec les équipes AFD avant de vous retrouver sur scène. C'est un sport qui n'est pas du tout évident
pour convaincre quelqu'un de venir faire de l'escrime, parce que je pense que vous n'avez pas beaucoup de rôle modèles au Sénégal ou en Afrique qui ont une réputation internationale en escrime qui fait qu'on a spontanément envie de se lancer dans ce sport. Par ailleurs, c'est coûteux. Donc, voilà, il y a eu cette intelligence et cette capacité à aller chercher un sport bien précis et à le transformer en un facteur de développement humain sur la base d'infrastructures. Eh bien, c'est ça aujourd'hui auquel on s'attelle et c'est ça qu'on veut déployer de manière beaucoup plus significative. Et on imagine bien sûr que la mesure que l'on fait de l'impact du sport conditionne tout le reste, conditionne évidemment la poursuite, la pérennité des investissements que l'on fait dans les infrastructures. Je me tourne vers vous, François Leyondre, et je fais appel à votre regard de chercheur précisément. Avez-vous le sentiment qu'on ait progressé précisément dans la mise en valeur des acteurs de ce que vous appelez le sociosport ? Le sociosport, ça a énormément d'implications, ça a des implications politiques et dans des domaines aussi divers que la santé, l'insertion professionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on a pris la mesure des vertus du sociosport ? Alors, je vais faire une double réponse. Le terme sociosport est très récent, mais ça fait déjà quelques décennies qu'on parle d'insertion sociale, d'inclusion sociale ou d'intégration par le sport. Donc on voit bien qu'on tourne autour quand même depuis quelques années, je dirais au moins 40 ans. Mais donc j'allais dire, il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire qu'il y a la manière de penser l'impact social du sport sous l'angle d'externalités positives ou d'effets d'entraînement, etc. C'est-à-dire l'idée que finalement développer le sport de manière générale, organiser des Jeux Olympiques, soutenir des fédérations délégataires, etc., va produire des effets, peut-être en termes de compétences psychosociales, et puis peut-être dans un second temps d'insertion professionnelle, de rescolarisation, des choses comme ça. Cette manière de penser, il faut le dire, qui a traversé le siècle, qui est vraiment pas nouvelle, elle est globalement invalidée par les travaux en sciences humaines et sociales, y compris par l'économie, y compris par la sociologie. Alors, non seulement elle est invalidée, elle repose sur toute une série de croyances dont on peut faire l'histoire aussi dans l'institutionnalisation du sport moderne, mais elle suppose aussi quelque chose d'un peu plus pernicieux, c'est que ces effets sociaux soient en quelque sorte subordonnés à une vision du sport qui se tisse autour de la compétition, du grand événement sportif, de l'entraînement dans les clubs dès l'âge de 5-6 ans à l'approche compétitive, etc., qui n'est pas un gros mot. Mais il se trouve que c'est une vision malgré tout dominante, qui est largement soutenue, et dont on espère qu'elle va produire ces externalités positives sans vraiment s'interroger sur les mécanismes qui vont l'engendrer. Il y a une autre manière de penser l'impact social par le sport qui effectivement a très récemment évolué, et à la fois du point de vue de la précision dans la manière d'être pensée, mais aussi du point de vue de la reconnaissance dont elle fait l'objet, socialement, politiquement, etc. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle le sociosport. Ça correspond à des associations, des ONG comme Play International, mais aussi des associations françaises. Il y en a 20 à 30 qui existent depuis 15-20 ans en France, qui jusqu'ici existent d'une manière relativement confidentielle, qui représente une toute petite minorité de ce qu'on appelle le mouvement sportif. Et donc on peut en citer, Braise Insertion Sport en Bretagne, d'où je viens, mais Rebond à Toulouse, le Dalir autour de Lyon, enfin bref, il y en a beaucoup et je suis désolé d'en oublier certaines, peut-être qui sont représentées ici. Il y a aussi des fédérations sportives, principalement les fédérations dites affinitaires, qui sont des fédérations historiques, mais aussi quelques fédérations sportives délégataires. J'ai aperçu tout à l'heure le président de la Fédération française de badminton très investi sur ces questions. Tous ces acteurs représentent un secteur qu'on appelle effectivement le sociosport. Que font-ils ? Ils renversent la vision que j'évoquais tout à l'heure. C'est littéralement un changement paradigmatique qui consiste non plus à espérer des incidences heureuses ou des effets d'entraînement de cette forme de sport qu'on connaît tous, mais plutôt à renverser le schéma en se disant que le sport pouvait être appréhendé, travaillé, élaboré comme un outil de l'intervention sociale, ce qui le place d'un coup à la croisée du mouvement sportif, mais aussi du travail social. Concrètement, ce sont des acteurs comme Play International, essentiellement en Afrique, mais aussi sur le territoire français, qui conçoivent des dispositifs qui vont s'adresser à des publics très spécifiques. Des jeunes placés sous main de justice, des chômeurs de longue durée, des demandeurs d'asile ou des migrants, des femmes ayant subi des violences sexistes, sexuelles, etc. Et dans cette démarche-là,
ils vont aller beaucoup plus loin que la croyance générale en l'idée que le sport a forcément des effets positifs. Ils vont travailler une articulation entre les conditions de pratique et les problématiques qui sont singulièrement rencontrées par ces publics spécifiques. Donc, nous, en sociologie, c'est ce que je fais depuis 20 ans et c'est ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui au laboratoire VIPS à Rennes. On essaie de travailler sur cette articulation et d'essayer de comprendre quelles sont les causalités, les mécanismes qui permettent d'éclairer les effets produits sur les trajectoires, sur les dispositions, etc. Et on va aller très loin, et finalement on vient en soutien d'ailleurs on le fait sur votre programme EJO, on vient en soutien de ces associations, mais dans une démarche très scientifique, dans une démarche qui peut relever de l'évaluation et qui consiste à comprendre de manière qualitative, longitudinale, c'est-à-dire sur le long terme, mais aussi d'une manière complexe, c'est-à-dire en ne tenant pas compte seulement de la pratique sportive, mais aussi de la situation de famille, la situation de santé, la situation scolaire, professionnelle, etc. On essaie d'avoir une approche holistique des trajectoires individuelles pour comprendre comment les pratiques sportives et surtout comment certaines conditions de pratique très précises vont produire des effets sur les dispositions et les trajectoires des individus. Et donc je peux donner comme ça quelques exemples. On sait par exemple que les chômeurs de longue durée, pour qui la situation d'éloignement de l'emploi constitue une épreuve temporelle aussi, c'est-à-dire qu'il y a un rapport au temps qui commence à se déstructurer, etc. pour certains. Bon, on sait que la pratique sportive devient intéressante quand elle est pratiquée d'une manière régulière, anticipable et à partir d'un certain nombre de séances, et souvent beaucoup, c'est-à-dire au moins 6 mois, voire 1 an, etc. Bon, bah ça, c'est parmi de très nombreuses articulations possibles, une connaissance scientifique qu'on a produite et qu'on met au service de cette approche du sport qui, encore une fois, renverse aussi un petit peu la vision normative du sport qu'on a tous un peu intériorisé dès le plus jeune âge, quoi. On aurait effectivement compris, à travers votre expertise, la nécessité de décloisonner quelque part les approches que l'on a du sport par les territoires et peut-être renverser le paradigme, ne plus simplement le concevoir par le prisme de cette performance qui nous fait rêver. Michael Vinet, je me tourne vers vous. Entre les Jeux et Coca-Cola, c'est une longue histoire, une histoire qui dure depuis 1928, près d'un siècle. Ça fera un siècle au JO de Los Angeles de 2028. Il y a bien sûr chez vous cette conviction, on en parlait tout à l'heure, au travers de vos expériences sur les Jeux de Vancouver et par le monde, qu'une ferveur se crée à la faveur d'un événement tel que les Jeux Olympiques. Mais c'est aussi une formidable opportunité pour aller à la rencontre de certains publics, de publics vulnérables, défavorisés, dans des quartiers populaires également. Je crois que Coca-Cola a noué certains partenariats avec notamment des associations comme Sport dans la ville. Quel retour aujourd'hui vous avez de ces initiatives ? Bonjour à toutes et à tous et merci de l'invitation. 96 ans. Effectivement, vous le disiez, 96 ans que Coca-Cola est associé au mouvement olympique, ce qui en fait l'entreprise la plus ancienne associée sans discontinu au mouvement olympique, et on est déjà engagé jusqu'à au moins 2032. Donc une histoire qui dure et qui n'est pas unique. Au-delà de ce partenariat international, on pourra en citer d'autres, la FIFA depuis 1950, le Special Olympics qu'on connaît moins depuis 1968, mais c'est aussi des associations et des partenariats au niveau local. La Fédération française de football depuis plus de 25 ans et d'autres. Donc oui, le sport fait partie de l'ADN de l'entreprise. Et notre rôle, c'est d'abord, et on l'oublie parfois, mais un rôle fonctionnel de fournir les boissons à l'organisation. Et on y reviendra sur le défi, mais un ordre d'idée, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, c'est 18 millions de boissons qui sont nécessaires, de l'eau, aux boissons pour le sport, pour les athlètes, au jus, au thé, au café. Donc un rôle fonctionnel et un défi opérationnel majeur qui nécessite, en termes de service et d'expérience, l'excellence aussi, là aussi, sur la mise à disposition des boissons. Mais cette association historique, elle est aussi liée, bien sûr, aux valeurs du sport. Des valeurs qui font écho aux valeurs de l'entreprise, de respect, d'excellence, d'intégration. Et on est convaincu chez Coca-Cola que le sport peut changer les vies, que le sport permet par ses valeurs effectivement
d'intégrer. C'est pour ça, et vous le citiez, qu'on a décidé en France, à l'occasion des Jeux, de renforcer notre partenariat avec l'association Sport dans la ville. Un partenariat qui existe depuis plus de 10 ans, là aussi en France, mais les Jeux, pour nous, c'est l'opportunité d'accélérer et, pour reprendre, d'aller plus vite, d'aller plus loin. Et on voit les Jeux non pas comme une fin en soi, mais plutôt comme un accélérateur d'innovation, et aussi sur cet enjeu d'héritage. Et c'est pour ça qu'on a décidé, il y a 2 ans, de s'engager pour 3 ans de plus, jusqu'à au moins 2025, avec Sport dans la ville, mais je suis sûr que ce partenariat, il continuera encore après, sur un investissement supplémentaire de 2 millions d'euros pour avoir des actions concrètes au service de l'intégration par le sport. La première chose, c'est de contribuer à ce que des terrains supplémentaires soient créés, des terrains de sport dans les quartiers prioritaires. Et un deuxième, et c'est une force de Sport dans la ville, au-delà de l'intégration par le sport autour de la pratique et des valeurs, c'est aussi l'accompagnement vers l'emploi. Et on a décidé ensemble avec les équipes de Sport dans la ville de financer 200 formations d'ici 2025 autour des métiers de l'animation, de l'encadrement, pour pouvoir justement accompagner concrètement vers l'emploi et pas uniquement autour de la pratique. Et puis, il était important pour nous que ces Jeux, on puisse contribuer à les rendre les plus accessibles à tous, et que la magie des Jeux, au-delà de l'héritage, puisse être vécue par le plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'on a, ensemble, avec Sport dans la ville, sélectionné 50 jeunes pour porter la flamme olympique, qui, on l'a suivi depuis... vient d'être allumé en Grèce, 50 jeunes qui vont pouvoir porter cette flamme olympique en France. Et on a aussi permis à 50 jeunes de faire partie de notre équipe opérationnelle, donc là un emploi pendant les Jeux, pour assurer la mise à disposition des boissons pour toutes les audiences des Jeux olympiques et paralympiques. Alors, la magie des Jeux, vous y avez goûté il y a pas moins de 2 jours, Madame la Ministre, à Olympie. C'était le départ de la flamme, et évidemment c'est toujours un moment marquant de chaque édition des Jeux olympiques et paralympiques. Les témoignages de vos prédécesseurs démontrent combien les attentes sont fortes aussi, évidemment, autour de ces Jeux olympiques en matière d'insertion sociale. Je pense en particulier à nos jeunes, parfois pour certains en perte de repères, en proie à des phénomènes de violence, comme l'actualité malheureusement l'illustre encore. En quoi ces Jeux olympiques peuvent constituer une opportunité d'accélérer l'insertion sociale, en particulier de nos jeunes, des jeunes les plus vulnérables de notre pays? Oui, merci beaucoup pour cette question. C'est vrai que l'allumage de la flamme à Olympie, c'était un moment complètement exceptionnel. Ces Jeux olympiques qui ont été inventés dans la Grèce antique il y a 2800 ans et que notre pays a réinventé dans l'ère moderne, avec cette idée qu'en 2024, on va en écrire un nouveau chapitre, tous ensemble, de cette histoire, avec des Jeux qui, de manière tangible, concrète, mesurable, pour reprendre un des mots-clés de cette journée, vont être les Jeux les plus écologiques de l'histoire et dans lesquels le facteur social aura été le plus intégré dès le premier jour, avec ce comité de la charte sociale regroupant l'ensemble des partenaires sociaux, avec toutes ces personnes, 3 000, 4 000 d'entre eux, dont la moitié étaient sans diplôme, qui ont pu bénéficier de millions d'heures d'insertion dans les chantiers de construction des ouvrages olympiques et paralympiques. 2,8 millions d'heures d'insertion. Et au-delà de ça, se dire qu'il y a des très grands acteurs comme Coca-Cola dans cette aventure, mais il y a aussi tout un tissu de TPE, de PME, d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ayez en tête que dans les marchés à la fois du comité d'organisation et de la Solidéo qui bâtit ces ouvrages, c'est en volume 75% de TPE, PME et structures de l'ESS. C'est 60 000 emplois créés. Et puis au-delà de ça, c'est en effet un élan et une inspiration que tous nos champions issus du monde entier vont pouvoir donner à la jeunesse de notre pays. Et moi, je voudrais vraiment rendre hommage à cette journée et à ce lieu ici. Je trouve que
il est plus précieux que jamais. Ce lieu et ce Conseil économique et social, cet endroit où on est justement en capacité de réinventer des passerelles qui ont pu trop manquer dans les dernières années entre l'économique, le social, l'environnemental, entre le public et le privé. Et le fait qu'on soit ensemble, qu'on ait pu signer avec Jean-Marc tout à l'heure, Jean-Marc Borrello, cette convention avec le groupe SOS, c'est une occasion pour moi très forte de dire à quel point je suis attentive à essayer de promouvoir à mon niveau tous les modèles qui, comme celui de ce groupe, cherchent à réconcilier efficacité et générosité, rentabilité et les transformations de notre temps que nous avons la responsabilité de conduire. Et dans toutes ces troisièmes voies qu'on a la responsabilité de promouvoir, d'inventer, de trouver, d'arriver à faire monter en puissance, la question de la mesure et la question de l'impact, elle est centrale pour le sport aussi. Elle est même vitale. Et moi, je veux revenir là-dessus parce qu'il y a au fond peu d'activités qui sont aussi marquées par cette logique de terre de contraste que l'est le sport. Entre des salaires parfois mirobolants, qui sont ceux des grandes stars, des plus grands sports mondiaux, de l'autre côté du spectre, des bénévoles dont la contribution en termes social, en termes éducatifs est absolument exceptionnelle, qu'il nous revient de mieux valoriser, d'où toutes ces démarches de valorisation des acquis de l'expérience. Tous ces éducateurs sportifs avec qui j'ai pu construire tant d'expériences depuis tellement d'années, moi qui suis née un peu dans ce chaudron-là d'un club comme ça du Val-de-Marne, et avec cette envie que ces métiers-là soient mieux reconnus, soient mieux valorisés, parce que leur création de valeur est extraordinaire. Et on a besoin d'arriver à affiner la mesure de cet impact-là. Moi, je veux revenir là-dessus parce que je pense que cette thématique de la journée, elle est ultra prometteuse à l'appui d'une conviction que moi je porte depuis toujours, qui est que le sport est sous-coté au regard de son importance sociale et sociétale. C'est un petit pousset, c'est le dernier budget du gouvernement, c'est 0,15% du budget de la nation, c'est seulement 2% du PIB, et pourtant tous ici, je pense qu'on est absolument convaincus de tout ce que ça apporte en matière éducative, en matière citoyenne, le respect, le cadre, respecter un résultat, mais aussi en termes d'apprentissage pour chacune de nos jeunes. Cette idée qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences et qu'on s'en relève toujours, que le but c'est d'apprendre et de repartir pour continuer à essayer. Dans cette capacité que le sport nous offre aussi de repérer des compétences rares, pas des diplômes, pas une formation académique qu'on reproduit à l'identique, mais un leadership, un savoir-être, une débrouillardise. Toutes ces choses que de plus en plus, on commence à aller chercher avec des opérations innovantes que d'ailleurs avec le comité d'organisation des Jeux, on a porté, comme par exemple les opérations du Stade vers l'emploi, où on va aller comme ça construire 500, 600 opérations par an avec à chaque fois 100 bénéficiaires qui sont recrutés parce qu'on les a vus opérer sur un terrain de foot, de rugby, autour d'une piste d'athlétisme et qu'ils y ont exprimé des choses qui ont su intéresser des recruteurs qui étaient capables à un moment de les regarder avec des yeux différents, en se disant « je me fous de la ligne sur le CV, je veux voir qui vous êtes, je veux voir comment vous vous comportez ». Et je pense que sur toutes ces choses-là, on est en train de progresser et d'inventer ces modèles qui nous ont trop fait défaut par le passé. Et toute cette logique d'inclusion par le sport, avec laquelle Oval Citoyen, par exemple, nous aide à construire là aussi des passerelles nouvelles, c'est fondamental. Et c'est ce qui fait que le président de la République aujourd'hui nous a dit banco quand on est allé le voir et qu'on lui a dit il y a un métier qui est absolument central, c'est des coachs d'insertion par le sport. On a besoin ensemble de pouvoir créer 1000 emplois d'éducateurs socio-sportifs à travers tous les territoires. Et quand moi je suis allée lui dire, vous savez aujourd'hui Monsieur le Président, nos fédérations sportives, je les trouve beaucoup trop dichotomiques. J'en ai une partie qui sont intéressées par le développement de la pratique sportive, j'en ai d'autres qui sont intéressés par la promotion du sport de haut niveau,
le sport de haute performance. Mais moi, j'ai besoin qu'au cœur de nos fédérations, on crée des troisièmes voies. Que nos fédérations, ces objets absolument magnifiques, qui sont délégataires de services publics, souvent des statuts associatifs, qui ont une mission incroyable auprès de notre jeunesse, on leur dise qu'elles ont un rôle, un troisième rôle, développement, haute performance, mais aussi le développement de l'inclusion par le sport, de la promotion, de la préservation de l'éthique et de l'intégrité. Et donc ensemble, on s'est dit, mais oui, on va aller réaffirmer ça au cœur de 10 000 clubs engagés à travers les territoires. Vous savez qu'on en a 180 000 en France de ces clubs, de ces structures qui sont des carrefours incroyables, parce que c'est des endroits où se rencontrent des acteurs économiques, des chefs d'entreprise, des gens hyper insérés dans la société, et puis des jeunes qui ont un goût pour un sport, qui ont l'amour du sport, mais qui sont parfois un peu paumés. Donc c'est des espaces pour proposer un stage, pour relire un CV, pour donner un conseil, pour parfois déjeuner, prendre un coca ensemble. Et se dire après une petite partie de tennis ou de squash, tiens, je vais t'aider, je vais te mettre le pied à l'étrier. Et tout ça, cette démarche-là, qu'on a portée avec le GIP, les entreprises s'engagent, qu'on porte aujourd'hui avec France Travail, on est en train de démontrer l'importance de cette troisième voie. Et au global, l'engagement qu'on a pris, c'est que dans notre pays, on passe d'une situation où on avait 20 000 bénéficiaires des dispositifs d'insertion par le sport à 100 000 à l'horizon de 2026, au lendemain des Jeux, en héritage. Et moi, je veux le dire parce que je pense qu'on se gargarise beaucoup de développement durable. Mais le développement durable, ce n'est pas que pour la planète, c'est aussi pour chacun des êtres que nous sommes. Et par rapport à ça, ce que nous apporte le sport, sur le plan éducatif et citoyen, je l'ai évoqué, mais pas seulement, pour lutter contre la sédentarité, contre tous les maux, contre les coûts qu'on pourrait éviter en matière d'obésité, de maladies chroniques, mais aussi pour réouvrir des centres d'intérêt pour notre jeunesse. On l'a vu dans les émeutes urbaines. Partout où il y a eu des problèmes, ce n'était pas seulement parce qu'il y avait une dilution de l'autorité, c'est parce qu'il y avait une géographie de l'ennui, que ces jeunes, ils ont perdu des centres d'intérêt. Ils ne savent plus aujourd'hui comment s'occuper autrement que vautrer sur leur lit ou sur leur canapé devant leurs écrans. Il faut qu'on les sauve, ces gamins-là. Et le sport est l'une des choses qui peut permettre ça. Vous en avez tous fait l'expérience. Nos gamins sont trop devant les écrans, mais on sait que quand on les met sur un terrain de foot, de rugby, ils ne nous demandent pas le portable. Ils se défoncent physiquement, ils se libèrent, ils se construisent, ils bâtissent leur robustesse, ils bâtissent leur confiance en eux. Et j'ai envie de terminer mon propos par ce que vous avez dit, qui est capital. Notre pays a eu la chance, en effet, d'avoir Descartes, mais on s'est un peu enfermé dans cette logique-là. Et il faut qu'aujourd'hui, on arrive à reconnecter notre corps, notre esprit. Et je pense qu'à un moment où on voit ces phénomènes d'anxiété, certains qui sont en burn-out, en suractivité, à un moment où on se rend compte qu'on a besoin de temps en temps, dans des moments difficiles, parfois cabossés de sa vie, d'aller chercher de la robustesse intérieure, c'est en connectant son corps à son esprit qu'on le trouve. Et ça, on n'apprend pas ça dans les livres scolaires. On apprend ça notamment à travers des expériences sportives. Donc, le sport est un trésor inestimable et tous les acteurs que vous êtes, qui peuvent non seulement nous aider à le promouvoir, et j'ai envie de dire plus que jamais à la faveur des Jeux olympiques et paralympiques, mais aussi de faire la démonstration de son impact social, sociétal, pour le bien-être de chacune des personnes que nous sommes, c'est absolument faire œuvre utile. Donc Madame merci la ministre, pour ça. on entre dans la toute dernière ligne droite du coup de cette table ronde. Et comme on entre dans la toute dernière ligne droite, vous êtes 5 intervenants, il nous reste 5 minutes et j'aimerais simplement que vous fassiez tous un petit point sur cette notion d'héritage des Jeux, de manière très simple. Qu'est-ce qu'en matière d'héritage? On sait qu'il y a cette ambition de bâtir une nation sportive de manière pérenne. Quel est pour vous, prioritairement Arnaud Moreau par exemple, l'héritage qui doit être celui des Jeux olympiques de manière concise, s'il vous plaît? Alors, pour moi, l'héritage numéro 1, c'est l'héritage aussi de remettre le sport au cœur de la société et notamment
non seulement de mesurer effectivement ce qu'il est capable d'apporter, mais ça, je pense qu'on commence à le savoir, mais c'est de lui donner les moyens de ses ambitions. Si on veut que le sport soit plus sous-coté et qu'avec 0,15% du budget de l'État, on soit capable d'avoir des milliards d'euros d'économies en termes de coûts évités sur la santé et l'obésité, en termes de recréation de liens sociaux, etc., on va devoir passer un cap qui est celui de l'expérimentation. Ça a été très bien dit par François tout à l'heure. Maintenant, il faut accélérer le déploiement de ce qui marche. La bonne nouvelle, c'est qu'on les connaît, ces expérimentations qui ont fonctionné depuis 10, 15, 20, 25 ans. On a besoin de les financer. Et c'est là que j'ai envie de dire chiche, Madame la Ministre, puisque je connais votre caractère novateur et je sais aussi qu'un certain nombre d'ateliers, de travaux sont en cours. Il faut qu'on arrive à passer de la mesure de l'impact à la monétisation de l'impact. Et moi, je vous inviterai à ce que, peut-être dans un an, une fois qu'on aura mis en place un groupe de travail qui permet de se dire qui est aujourd'hui capable d'apporter suffisamment de financement pour qu'on investisse aujourd'hui autant dans cette transition par le sport qui est aussi importante que la transition écologique. Mais c'est le même schéma. Investissons aujourd'hui pour économiser demain. Et donc je pense qu'aujourd'hui, si on est capable de mettre des industriels, des assureurs, des sponsors, etc., on est sans doute capable d'inventer des nouveaux modèles de financement du sport qui va être à la fois déterminant pour les générations à venir et qui va très certainement influencer durablement son mode de fonctionnement en France. François Leyon, je vous repasse la parole. Vos doléances pour ces Jeux, vos espérances en termes d'héritage. Alors, ça marche, ouais. J'en ai beaucoup, et j'en ai un peu plus à la fin de cette table ronde. C'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure à quel point on était un peu freiné par toute une série de croyances. Je suis un peu gêné par les discours emphatiques de cette table ronde. C'est-à-dire que non, le sport ne change pas les vies, c'est faux. 20 ans de recherche. Qualitative, longitudinale. Le sport change les vies dans des conditions précises, mais ce n'est pas le sport qui va changer les vies. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus l'ennui qui crée la violence urbaine. Ce sont les inégalités sociales, ce sont des facteurs structurels. Ce sont des facteurs structurels sur lesquels il faut travailler. Et on ne peut pas effectivement se gargariser de discours de cet ordre-là, j'en suis désolé. Ce n'est pas en inventant des formations il y a 2-3 ans de coach d'insertion par le sport. On a une filière universitaire qui s'appelle les STAPS, que personne n'a nommé ici, et qui travaille depuis 20 ans sur ces questions-là, qui renseigne précisément les mécanismes que j'évoquais tout à l'heure, et qui permettent de dire que non, le sport, dans n'importe quelle condition, ne change pas les vies. Il peut simplement participer à infléchir des situations biographiques lorsqu'il est imbriqué dans une prise en charge globale qui passe par l'école, par l'emploi, par en gros tout le service public. Donc, ma doléance, c'est qu'on prenne au sérieux le sport. Et je ne crois pas qu'on l'ait fait ici. C'est-à-dire prendre au sérieux le sport, il est effectivement sous-coté en termes de moyens, mais principalement quand on ne pense pas ces mécanismes-là en question. Par contre, il est surestimé quand on dit que le sport va régler des situations d'éloignement de l'emploi, qu'il va régler des problèmes de décrochage scolaire, qu'il va régler tous les problèmes qui sont liés à des facteurs structurels et principalement aux inégalités économiques. Ce qui ne veut pas dire que rien n'est possible. Il devient un outil très intéressant. J'ai plein d'exemples à donner qui grouillent dans ce secteur du sociosport. Play International en fait partie, mais il y en a plein d'autres qui le font. Ça reste quand même assez invisible. Il y a aussi, dernier point, petit point de doléance, appelons-le comme on veut. Là, politiquement, ce qui a été décidé, et c'est intéressant, c'est de passer à une autre échelle. C'est-à-dire que ce microcosme du sociosport diffuse ses pratiques par le biais du mouvement sportif, et donc il a été mis en place un dispositif qui s'appelle les clubs s'engagent, etc. C'est, pourquoi pas, intéressant. La difficulté, c'est qu'on a dans ces clubs, dans ce mouvement sportif, des salariés, des bénévoles qui sont portés par une conviction, c'est que le sport, dès lors qu'on fait faire du sport, ça va produire des effets. Or, ces acteurs du sociosport ont renversé, je le disais tout à l'heure, le schéma, en se disant on va le penser comme un outil, mais professionnel, ce qui suppose des compétences, ce qui suppose de vraies formations, etc. Or, dans ces clubs-là, et on a enquêté là-dessus au laboratoire pendant 2 ans, dans ces clubs-là, quand on leur dit maintenant il va falloir travailler auprès de publics spécifiques, proposer autre chose que simplement un accès au sport compétitif, etc., eh bien,
ils ne comprennent pas parce que ça fait des décennies qu'on leur a expliqué que faire du sport suffisait, que ça produisait automatiquement du lien social, ce qui n'est pas le cas. Donc, il y a un problème aussi d'acculturation. C'est-à-dire que éviter un choc culturel entre ceux qui portent une vision qui est celle du sociosport, qui est assez technique, qui est un vrai métier, et les acteurs du mouvement sportif traditionnel qui, pour l'instant, sont assez peu culturellement disposés à s'approprier cette démarche-là. Ça suppose à la fois de la formation professionnelle, mais aussi de l'acculturation des bénévoles et des salariés qui sont dans ces clubs pour qu'ils comprennent et qu'ils adhèrent et qu'ils s'approprient la démarche. Et ça, c'est fondamental dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Si on veut qu'il y ait une forme d'héritage, c'est l'une des conditions parmi d'autres qu'il faudrait essayer de mettre en place. Message reçu, François Legrand. Message reçu. Bertrand Valkener, vos attentes en matière d'héritage des Jeux, que ce soit d'ailleurs pour les Jeux Olympiques de Paris, mais aussi pour les Jeux Olympiques peut-être de la jeunesse vous concernant de Dakar, votre espérance sur la capacité de l'AFD à faire rayonner peut-être aussi cet héritage. Peut-être très vite, Silou. D'abord, il y a eu, le président de la République a annoncé en début de semaine l'organisation, la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, d'un sommet sur les Jeux Olympiques de développement durable, JODD. Et donc ce sommet, on y voit un intérêt qui est une mobilisation de la communauté internationale autour d'engagements politiques publiques, mesures concrètes en faveur de l'activité quotidienne sportive, en faveur de politiques publiques qui donnent une place plus importante au sport. Ça, c'est un premier élément. Donc, j'espère que cet événement sera un événement fondateur pour des Jeux Olympiques du développement durable et ceux qui suivront après Paris. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, Jeux Olympiques de la jeunesse, ça va être un événement formidable. Je pense que c'est un gros challenge pour les autorités et pour le gouvernement sénégalais en matière d'organisation parce que c'est un pas de temps très contraint. On sera très fiers de pouvoir continuer à travailler avec les autorités dans le déploiement des infrastructures sportives et dans la préparation de ces Jeux. Et puis enfin, c'est une toute petite demande qui est plus personnelle, puisque l'Impact Tank va créer un groupe de travail sur inclusivité des villes et infrastructures sportives. Quand je vois l'état d'énervement dans lequel je peux me trouver au bord d'un terrain de sport à regarder mes enfants jouer au foot ou à un autre sport, et quand je me compare, je me rassure, je me dis que la façon dont le sport peut intégrer les parents et amener les parents aussi à être parfois un peu raisonnables dans les attentes qu'ils ont vis-à-vis de leurs enfants, et parce qu'ils sont un facteur absolument déterminant dans l'équilibre et dans ce que le sport peut apporter, pas tout seul, mais avec d'autres choses, à un équilibre général. Je pense que travailler sur l'environnement familial et la façon dont le sport est intégré dans cet environnement et dans la façon dont ça se déploie, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant pour les travaux à venir. Michaël Vinet, très vite, et puis le mot de la fin pour Madame la Ministre. Et après, on nous succédera tout de suite après. Je vais faire très vite et je vous prends. Je serais ravi effectivement qu'on puisse continuer d'échanger sur le sujet d'héritage, sur l'intégration, sur le rôle justement que les entreprises peuvent y jouer. Au-delà de ce que je partageais avant, il y a évidemment, pour moi, l'héritage, c'est aussi toutes ces émotions collectives. Les jeux vont nous permettre de vivre des moments d'émotions collectives qu'on va tous emmener avec nous. Et oui, c'est peut-être parfois simple, mais c'est aussi une réalité. Et puis, je ne peux pas terminer de notre côté cet échange sans parler de notre côté sur l'héritage, pour le coup, d'environnement et de durabilité. Nous avons l'ambition d'utiliser ces jeux comme l'opportunité de montrer qu'un monde sans déchets est possible. Et ces 18 millions de boissons, c'est effectivement un défi assez énorme à réaliser. Et nous avons mettre en place, et on s'y est engagé, on travaille collectivement depuis des mois avec les équipes du comité, avec la mairie de Paris, pour s'assurer que l'on puisse, que ces jeux soient à la fin sans déchets. Et on va mettre en place un système unique dans l'histoire de Coca-Cola et des Jeux Olympiques où les boissons vont être servies aux spectateurs dans des gobelets consignés, réemployables pour la première fois. Et chaque contenant sera collecté pour être recyclé ou réemployé. Et on a créé pour l'occasion 700 fontaines qui vont être mises en place pour les volontaires dans des sites parisiens. On va mettre
de bouteilles en verre consignées, réemployables aussi partout où on peut, avec cette ambition, cet engagement qu'on a pris de montrer la circularité des emballages et d'amener ces jeux à un autre niveau par rapport aux éditions du passé. Ça fait bien sûr écho à l'ambition d'avoir les jeux les plus sobres de l'histoire. Madame la ministre, vous avez le mot de la fin. Sur l'héritage, d'abord, transformation de la Seine-Saint-Denis, 1 milliard d'euros qui est investi. 80% des investissements publics sont fléchés vers ce territoire, le plus pauvre, le plus jeune de France. La transformation du cadre de vie là-bas, avec 4000 logements, dont 40% de logements sociaux, des nouveaux espaces, des bureaux, des commerces, des services. Tout ça, cette réinvention, elle est au cœur de l'héritage des Jeux. Pour les Franciliens, une évolution, une amélioration du cadre de vie avec davantage d'infrastructures, une meilleure desserte par les transports en commun. Je pense à la ligne 14 au nord vers Pleyel, au sud vers Orly. Et puis à des chantiers aussi emblématiques comme la baignabilité de la Seine et de la Marne. Je pense aussi à ces Jeux paralympiques, les premiers d'été de notre histoire accueillis dans notre pays, qui sont en train de nous permettre de rattraper une partie du retard que notre pays avait accusé depuis plusieurs décennies dans l'accessibilité des infrastructures, des équipements. Et là, on est en train de recréer les conditions d'une expérience qui devient plus décente pour les personnes en situation de handicap. Le quatrième élément d'héritage, c'est cette capacité de la France à faire émerger cette nouvelle norme d'événements sportifs internationaux qui soient plus durables, plus responsables sur le plan écologique, social, je l'évoquais tout à l'heure, à un moment où, dans les attributions des grands événements, il ne faut pas qu'il y en ait que pour l'Arabie Saoudite ou le Qatar capable de mettre un argent mirobolant. Il faut aussi démontrer la valeur sociétale qu'on est capable de créer et de montrer qu'on peut faire bouger les lignes sur le plan social, sur le plan environnemental. Et le dernier élément qui fera la jonction avec le dernier point que je veux absolument pouvoir couvrir avec vous, c'est cette nation sportive. C'est ça aussi l'héritage des Jeux. Et ça ne vous surprendra pas, je veux débattre par rapport à ce qui vient d'être dit. Parce que je crois au contraire que le sport change des vies, parce qu'il apprend le respect, parce qu'il apprend la citoyenneté, parce qu'il apprend aussi la résilience, et parce qu'il donne de l'espoir. Et tous ces concepts-là, c'est justement pas que du concept quand on est sur un terrain de sport, parce qu'on en fait l'expérience et parce qu'on s'ancre du coup dans ces mécaniques-là, dans ces progrès-là. C'est pour moi très important de le dire, en même temps que je veux absolument dire que le sport permet d'éliminer aussi un certain nombre d'inégalités. Ça a été évoqué tout à l'heure, on a aujourd'hui un socle qui est extraordinaire, qui est l'un des atouts de notre pays, dans lequel on investit chaque année 5,9 milliards d'euros. Nos professeurs d'éducation physique et sportive, l'EPS, avec des professeurs qui sont bien formés dans les filières STAPS et qui nous permettent de transmettre une éducation à nos enfants, à la jeunesse, à toute une série de sports. Pour autant, si ceci suffisait, on n'en serait pas là sur nos niveaux de sédentarité, sur nos niveaux d'inactivité physique, dont l'OMS nous dit qu'aujourd'hui, elle est responsable de 9% des décès dans notre pays. Et oui, le sport change des vies. L'Organisation mondiale de la santé nous le dit, quand on se met à repratiquer une activité physique et sportive, c'est moins de cancers, c'est moins de maladies cardiovasculaires, c'est moins de diabète de type 2, c'est des rémissions accélérées, c'est moins de récidives. C'est 17 milliards d'euros de coûts en moins pour l'obésité infantile aujourd'hui. Donc au contraire, arrêtons de s'opposer les uns les autres. Remettons à la fois ces valeurs-là et en même temps la volonté, bien sûr, de continuer à lutter activement contre tout ce qui est l'accès des plus démunis à ces dispositifs. C'est pour ça que moi, je suis fière que chaque année, on investisse 100 millions d'euros dans un dispositif comme le Passeport, qui permet de donner cette subvention à toutes les familles titulaires de l'allocation de rentrée scolaire, en situation de handicap jusqu'à 30 ans, pour les autres familles jusqu'à l'âge de 18 ans, pour leur permettre de se payer un accès dans un club sportif. Parce que, encore une fois,
ce trésor, ce bien commun qu'est le sport, qu'est l'activité physique et sportive. Le but est bien de le diffuser au plus grand nombre. Et moi, je le redis, aujourd'hui, dans un monde où on sait que l'ascenseur social est parfois cassé, parfois en panne, le sport est l'une des choses qui peut le remettre en marche. Je pense qu'on le revoit tous les jours, qu'on le revoit au cœur de nos équipes de France, qu'on le revoit parmi les rôles modèles de notre nation sportive. Merci. Merci à tous. Merci pour la qualité de vos échanges, d'avoir accepté de croiser vos regards, vos perspectives sur le sport et son impact social. Tout de suite, je passe le relais, je cède la parole pour une table ronde autour de l'IA et les données au service social, animée par Agnès Audier, présidente de l'Impact Tank.